Bonsoir à tous et bienvenue dans ce petit coin tranquille de l'histoire. Avant de plonger dans les ruelles sombres et malodorantes des villes médiévales, j'aimerais vous saluer chaleureusement, chers auditeurs. Que vous soyez confortablement installés sous vos couvertures, prêts à vous laisser bercer par le récit, ou simplement en quête d'une histoire apaisante pour accompagner votre soirée. Je suis ravi que vous ayez choisi de me rejoindre ce soir. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. C'est toujours un véritable plaisir de découvrir cette communauté diverse de passionnés d'histoire qui se rassemble ici. Et si vous appréciez ce style de récit calme et immersif du passé, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais pour l'instant, laissons les préoccupations du monde moderne s'estomper doucement, tandis que nous voyageons vers une époque lointaine, où les dangers de la table étaient bien plus redoutables que tout ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer aujourd'hui. Une époque où chaque repas portait en lui la promesse, non pas seulement de la satiété, mais parfois de la maladie, voire de la mort. Imaginez-vous dans une ville médiévale européenne au XIIIe siècle. Les rues pavées de pierres inégales résonnent sous les pas des marchands, des artisans et des bourgeois. L'air est épais, chargé de fumée de charbon, d'odeurs de cuir tanné et de cette senteur particulière qui émane des corps serrés les uns contre les autres. Les maisons de bois s'élèvent étroitement, leurs étages supérieurs surplombant dangereusement les ruelles, créant une pénombre perpétuelle au niveau du sol. C'est ici, dans cette atmosphère dense et animée, que se joue quotidiennement un drame silencieux, car derrière l'effervescence des marchés et l'éclat apparent de la prospérité urbaine se cache une réalité bien plus sombre. Chaque matin, les habitants de ces villes se lèvent sans savoir si leur prochain repas sera leur dernier repas sain. L'intoxication alimentaire n'était pas simplement un désagrément occasionnel, c'était une compagne constante, une menace qui planait au-dessus de chaque foyer comme une épée de Damoclès invisible. Mais pourquoi les intoxications alimentaires régnaient-elles ainsi en maîtresse absolue sur ces cités médiévales? Pour comprendre cette tragédie quotidienne, il nous faut d'abord pénétrer dans l'intimité de ces villes, explorer leurs marchés, leurs cuisines, leurs habitudes alimentaires. Il nous faut comprendre comment des communautés entières pouvaient vivre dans l'ignorance des dangers qui les entouraient, comment la science de l'époque expliquait ces maux mystérieux, et comment les gens ordinaires tentèrent de survivre dans un monde où la nourriture elle-même était devenue leur ennemi. Ce soir, nous allons découvrir ensemble cette histoire méconnue, celle des ventres qui se tordèrent de douleur dans l'obscurité des maisons à colombages, celle des familles décimées par des maux inexpliqués, celle des marchands qui vendèrent la mort sans le savoir. C'est une histoire qui se déroule loin des châteaux et des cours royales, dans l'intimité des foyers modestes, où chaque repas était un pari avec le destin. Les villes médiévales étaient des organismes vivants, palpitants d'activités commerciales et artisanales. Contrairement aux villages isolés où la nourriture venait directement des champs environnants, les cités devaient nourrir des milliers de bouches avec des denrées qui parcouraient parfois des centaines de kilomètres avant d'arriver sur les étals. Cette distance entre le producteur et le consommateur créait déjà les premières conditions favorables à la prolifération des maladies alimentaires. Le système d'approvisionnement urbain reposait sur un réseau complexe de marchands, de transporteurs et d'intermédiaires. Les grains arrivaient par charrette depuis les campagnes, souvent après plusieurs jours de voyage sur des routes poussiéreuses ou boueuses selon la saison. La viande provenait d'animaux abattus parfois plusieurs jours avant leur vente, transportés sans aucun système de réfrigération, dans des conditions qui favorisaient naturellement la décomposition. Les poissons, denrées particulièrement prisées notamment les jours de jeûne imposés par l'Église, subissaient un sort encore plus périlleux. Pêchés dans des rivières ou des côtes parfois éloignées, ils devaient être acheminés rapidement vers les centres urbains. Mais rapidement, à l'époque médiévale, cela signifiait encore plusieurs jours de transport dans des paniers d'osier, recouverts au mieux de quelques feuilles ou de paille humide. L'été, sous un soleil de plomb,
Ces convois ressemblaient davantage à des cortèges funèbres qu'à des livraisons alimentaires. Les marchés urbains eux-mêmes étaient des théâtres permanents où se jouait cette tragédie alimentaire. Imaginez la place centrale de la ville au petit matin. Les marchands installent leurs étals dans une cacophonie de cris, de bêlements et de hennissements. Les légumes, souvent flétris par le voyage, sont disposés tant bien que mal sur des planches de bois brut. La viande pend à des crochets de fer, exposés aux mouches qui commencent déjà leur balai incessant autour des carcasses. Il n'existait aucun système d'inspection sanitaire digne de ce nom. Les autorités urbaines se préoccupaient davantage de percevoir les taxes sur les transactions que de vérifier la qualité des denrées vendues. Quand des contrôles avaient lieu, ils portaient généralement sur les poids et mesures plutôt que sur la fraîcheur ou la salubrité des aliments. Un marchand pouvait être poursuivi pour avoir vendu un pain trop léger, mais rarement pour avoir vendu de la viande avariée. Les techniques de conservation disponibles à l'époque étaient rudimentaires et souvent mal maîtrisées. Le salage, le fumage et le séchage constituaient les principales méthodes pour tenter de prolonger la durée de vie des aliments. Mais ces procédés demandaient un savoir-faire précis et des conditions climatiques favorables. Un jambon mal salé ou mal séché devenait rapidement un foyer de bactéries dangereuses. Le fumage, s'il était interrompu ou insuffisant, ne faisait que masquer les premiers signes de décomposition sans arrêter le processus. Les céréales, base de l'alimentation urbaine, n'échappaient pas à cette règle générale de précarité sanitaire. Stockées dans des greniers souvent humides, elles développaient régulièrement des moisissures toxiques. L'ergot de seigle, ce champignon parasite qui provoquait des hallucinations et des convulsions mortelles, faisait régulièrement son apparition dans les réserves urbaines. Mais les habitants des villes ne faisaient pas toujours le lien entre ces grains noircis et les étranges maladies qui frappaient ensuite leurs familles. Le processus de transformation des aliments ajoutait encore une couche de risque à cette architecture déjà fragile. Les boulangers travaillaient dans des conditions d'hygiène déplorables. Leurs mains, rarement lavées, pétrissaient la pâte après avoir manipulé 1000 autres choses. Les fours, alimentés au bois, dégageaient une fumée âcre qui se mêlait à la sueur et à la poussière de farine. L'eau utilisée pour la panification provenait souvent de puits contaminés ou de rivières polluées par les rejets urbains. Les bouchers n'étaient pas en reste dans cette course à l'insalubrité. L'abattage se faisait généralement dans des cours arrière, sans évacuation appropriée du sang et des déchets organiques. Les viscères étaient jetés pêle-mêle, attirant rats, mouches et autres vecteurs de maladies. La découpe se faisait sur des billots de bois qui n'étaient jamais vraiment nettoyés, accumulant jour après jour les résidus organiques et les bactéries. Les tavernes et les auberges, lieux de sociabilité urbaine par excellence, constituaient des foyers particulièrement actifs de contamination alimentaire. Les cuisiniers y travaillaient dans des espaces exigus, surchauffés, où s'entassaient denrées fraîches et restes de repas précédents. Les marmites mijotaient parfois pendant des jours, alimentées au gré des arrivages et des besoins. Cette cuisine de récupération perpétuelle créait des conditions idéales pour le développement de toutes sortes de micro-organismes pathogènes. L'eau, élément vital de toute préparation culinaire, représentait peut-être le danger le plus sournois de tous. Les villes médiévales ne disposaient d'aucun système de traitement de l'eau potable. Les puits urbains étaient régulièrement contaminés par les infiltrations des latrines publiques et privées. Les rivières qui traversaient les cités servaient à la fois d'égouts à ciel ouvert et de sources d'approvisionnement en eau. Les habitants buvaient, cuisinaient et se lavaient avec la même eau qui charriait les déjections humaines et animales, les déchets des artisans et les résidus de toutes sortes. Cette situation catastrophique était aggravée par l'ignorance totale des mécanismes de contamination microbienne. La théorie des germes n'existait pas encore. Les médecins de l'époque attribuaient les maladies alimentaires aux mauvaises humeurs du corps, aux influences astrales défavorables ou à la colère divine. Cette incompréhension fondamentale empêchait toute mesure préventive efficace et condamnait les populations urbaines à subir passivement ces fléaux récurrents, urgents. Dans ce contexte de vulnérabilité sanitaire généralisée,
Les familles urbaines développaient leur propre stratégie de survie alimentaire, souvent basée sur des croyances populaires plutôt que sur des connaissances scientifiques. Les mères de famille transmettaient à leurs filles des recettes ancestrales, censées purifier les aliments suspects. On mélangeait du vinaigre à la viande douteuse, on saupoudrait les légumes flétris d'herbes aromatiques, on faisait bouillir longuement les préparations en espérant chasser les mauvaises influences. Ces pratiques, bien qu'inefficaces contre les véritables agents pathogènes, créaient une illusion de sécurité qui permettait aux familles de continuer à se nourrir malgré les risques évidents. Une mère voyait son enfant tomber malade après avoir mangé du poisson et attribuait cela à une mauvaise conjonction des astres, plutôt qu'à la décomposition avancée de l'animal. Cette méconnaissance des causes réelles maintenait les populations dans un cycle perpétuel d'empoisonnement et de récidive. Les symptômes des intoxications alimentaires étaient pourtant bien connus des habitants des villes médiévales, même s'ils n'en comprenaient pas l'origine. Les crampes violentes qui tordèrent le ventre au milieu de la nuit, les nausées qui forçaient à vomir bile et restes de repas, les diarrhées sanglantes qui vidaient le corps de ses forces. Ces manifestations faisaient partie du quotidien urbain, au même titre que les cloches des églises ou les cris des marchands. Les chroniques de l'époque regorgent de témoignages sur ces épidémies localisées qui frappaient quartier après quartier. Un boulanger vendait du pain contaminé et c'était toute une rue qui se retrouvait alitée. Un marchand de vin coupait sa production avec de l'eau souillée et les tavernes se vidaient de leurs clients, remplacés par des malades gémissant dans leurs lits. Ces vagues d'empoisonnement suivaient les circuits commerciaux avec une régularité qui aurait dû alerter les autorités, mais l'absence de vision d'ensemble empêchait toute prise de conscience collective. Les plus vulnérables payaient le prix le plus lourd de cette situation sanitaire désastreuse. Les enfants en bas âge, dont le système immunitaire n'était pas encore développé, succombaient régulièrement aux intoxications qui n'étaient que des indispositions passagères pour les adultes. Les femmes enceintes perdaient leurs enfants à naître après avoir consommé des aliments avariés. Les personnes âgées, affaiblies par les années et les privations, ne résistaient pas aux assauts répétés des empoisonnements alimentaires. La mortalité infantile urbaine, déjà élevée pour de multiples raisons, était considérablement aggravée par ces questions alimentaires. Les registres paroissiaux de l'époque montrent des pics de décès d'enfants qui coïncident souvent avec les périodes de forte chaleur, quand la conservation des aliments devenait encore plus précaire. Les familles apprenaient à leurs dépens que l'été, saison d'abondance relative, était aussi la saison des ventres qui tuent. Cette hécatombe silencieuse touchait toutes les couches de la société urbaine, mais avec des intensités différentes. Les plus riches pouvaient se permettre d'acheter des denrées plus fraîches, de posséder des cuisines mieux équipées, de faire appel à des domestiques plus expérimentés. Ils n'échappaient pas complètement aux intoxications, mais ils disposaient de moyens pour en limiter la fréquence et la gravité. Les marchands prospères faisaient venir leurs approvisionnements de sources plus sûres, payaient plus cher pour des produits de meilleure qualité, entretenaient des relations privilégiées avec des fournisseurs de confiance. À l'opposé, les classes laborieuses urbaines subissaient de plein fouet cette insécurité alimentaire permanente. Les artisans, les ouvriers du bâtiment, les petits commerçants devaient se contenter des denrées les moins chères, souvent les plus dangereuses. Ils achetaient les restes invendus en fin de marché, récupéraient les morceaux de viande que les bourgeois dédaignaient, se nourrissaient des rebuts que les autres pouvaient se permettre de refuser. Cette économie de subsistance les exposait quotidiennement aux pires risques sanitaires. Les domestiques occupaient une position particulièrement tragique dans cette hiérarchie de l'empoisonnement. Chargés de goûter les plats avant de les servir à leur maître, ils servaient involontairement de cobayes humains. Beaucoup développaient une résistance relative aux intoxications légères à force d'exposition, mais ils payaient cette accoutumance par une santé fragilisée et une espérance de vie réduite. Les cuisiniers expérimentés apprenaient à reconnaître certains signes de danger, mais leur savoir empirique restait limité et ne les protégeait pas contre les contaminations les plus sournoises.
Les femmes portaient un fardeau particulier dans cette lutte quotidienne contre l'empoisonnement alimentaire. Responsables de l'approvisionnement familial et de la préparation des repas, elles devaient développer une vigilance constante pour protéger leur famille. Elles passaient de longues minutes à examiner la viande sous tous les angles, à renifler les légumes, à tâter les fruits pour détecter les premiers signes de pourriture. Cette expertise féminine, transmise de mère en fille, constituait la première ligne de défense des foyers urbains contre les dangers alimentaires. Mais même les femmes les plus expertes ne pouvaient pas détecter tous les dangers. Comment reconnaître l'ergot de seigle quand on n'en connaît pas l'existence? Comment deviner qu'une eau claire et sans odeur peut porter la mort? Comment soupçonner qu'un morceau de fromage apparemment sain abrite des toxines invisibles? Ces limites de la connaissance empirique condamnaient même les plus prudentes à des échecs dramatiques. L'Église catholique, institution omniprésente dans la vie urbaine médiévale, contribuait paradoxalement à aggraver les risques d'intoxication alimentaire par ses prescriptions religieuses. Les nombreux jours de jeûne et d'abstinence obligatoires poussaient les fidèles à consommer massivement certains aliments pendant les périodes autorisées, créant des pics de demande qui compromettaient la qualité des approvisionnements. Les poissonniers savaient qu'ils pouvaient écouler leurs stocks les plus douteux les vendredis et pendant le carême, quand la demande dépassait largement l'offre de produits frais. Les pèlerinages, encouragés par l'Église, aggravaient encore la situation en créant des flux importants de voyageurs affamés dans les villes-étapes. Ces pèlerins, pressés de reprendre la route, se contentaient souvent de nourriture de fortune achetées à la hâte auprès de marchands peu scrupuleux. Les auberges spécialisées dans l'accueil des pèlerins développaient une cuisine de masse qui privilégiait la quantité sur la qualité, servant les mêmes ragoûts réchauffés jour après jour à des clientèles de passage qui ne pouvaient pas se plaindre. Les fêtes religieuses créaient également des situations à haut risque sanitaire. Les grandes célébrations comme Pâques ou la Noël donnaient lieu à des préparations culinaires exceptionnelles qui sortaient les cuisiniers de leur routine habituelle. Des plats complexes étaient préparés plusieurs jours à l'avance, stockés dans des conditions précaires, réchauffés à plusieurs reprises. Les banquets communautaires organisés dans les paroisses rassemblaient des centaines de convives autour de mets, dont la préparation dépassait souvent les capacités techniques des organisateurs. Ces festivités religieuses coïncidaient souvent avec des épisodes d'intoxication collective particulièrement spectaculaires. Les chroniques rapportent des cas où des communautés entières se retrouvaient alitées après avoir partagé un repas de fête. Ces empoisonnements de masse étaient généralement attribués à des malédictions ou à des châtiments divins, renforçant les superstitions populaires plutôt que d'encourager une réflexion sur les causes réelles. Les corporations d'artisans alimentaires, censées garantir la qualité des productions urbaines, fonctionnaient selon des logiques qui privilégiaient souvent les intérêts économiques sur la sécurité sanitaire. Les boulangers, organisés en guildes puissantes, se préoccupaient davantage de protéger leur monopole commercial que de surveiller la salubrité de leurs ateliers. Leurs règlements internes fixaient des standards de poids et de prix, mais restaient remarquablement silencieux sur les questions d'hygiène. Les maîtres boulangers transmettaient leurs secrets de fabrication à leurs apprentis selon des traditions séculaires qui ignoraient totalement les notions de contamination croisée. Un même pétrin servait à malaxer des pâtes différentes, sans nettoyage intermédiaire. Les mains qui façonnaient le pain du matin étaient les mêmes qui avaient manipulé les déchets de la veille. Cette perpétuation des mauvaises pratiques par l'apprentissage traditionnel ancrait durablement l'insalubrité dans le cœur même des métiers alimentaires. Les bouchers formaient une corporation encore plus fermée et jalouse de ses prérogatives. Leurs abattoirs privés échappaient à tout contrôle extérieur, protégés par des privilèges commerciaux jalousement défendus. L'abattage se déroulait selon des rituels immuables où l'efficacité primait sur la propreté. Les carcasses étaient dépecées à même le sol des cours, dans la poussière et les déjections. Les morceaux nobles étaient réservés à la clientèle fortunée, tandis que les abats et les parties les plus risquées alimentaient les échoppes populaires.
Cette hiérarchisation de la qualité selon le pouvoir d'achat créait une géographie urbaine de l'empoisonnement. Les quartiers riches bénéficièrent d'un approvisionnement privilégié en produits frais, tandis que les faubourgs ouvriers se contentaient des restes et des rebuts. Les marchands ambulants qui sillonnaient ces zones défavorisées transportaient dans leurs paniers les denrées invendues des beaux quartiers, doublement dangereuses par leur qualité initiale douteuse et leur exposition prolongée aux intempéries. Les poissonniers développèrent des stratégies particulièrement sophistiquées pour masquer la décomposition de leurs marchandises. Ils connaissaient tous les artifices pour redonner un aspect acceptable à des poissons avariés. Un lavement à l'eau vinaigrée effaçait l'odeur de putréfaction. Un saupoudrage d'herbes aromatiques masquait les couleurs suspectes. Une exposition habile à l'ombre préservait l'illusion de la fraîcheur quelques heures supplémentaires. Ces techniques de dissimulation étaient transmises comme des secrets professionnels jalousement gardés. Les apprentis poissonniers apprenaient à distinguer ce qui pouvait encore être vendu de ce qui devait être jeté, non pas selon des critères sanitaires, mais selon des considérations purement commerciales. Un poisson qui sentait mauvais, mais gardait sa forme, pouvait encore trouver preneur chez les clients les moins fortunés ou les plus pressés. L'industrie naissante de la charcuterie urbaine représentait peut-être le secteur le plus dangereux de l'alimentation médiévale. Les charcutiers transformaient les déchets d'abattage en produits apparemment nobles, mélangeant viande fraîche et viandes avariées dans des préparations épicées qui masquaient tous les défauts. Les saucisses et les pâtés constituaient de véritables roulettes russes alimentaires, assemblages hétéroclites de morceaux dont la provenance et l'état de conservation restaient mystérieux. Les épices, denrées précieuses importées à grands frais des contrées lointaines, servaient principalement à dissimuler la corruption des aliments de base plutôt qu'à les parfumer. Un ragoût fortement poivré pouvait contenir de la viande putréfiée sans que le consommateur s'en aperçoive avant les premiers symptômes d'empoisonnement. Cette utilisation détournée des épices créait une association perverse entre raffinement culinaire et danger sanitaire. Les aubergistes maîtrisaient l'art de la cuisine de récupération permanente. Leurs marmites ne se vidaient jamais complètement, alimentées jour après jour par de nouveaux ingrédients qui se mêlaient au reste de la veille. Ces pot-au-feu perpétuels développèrent des écosystèmes bactériens complexes qui transformèrent les auberges en laboratoires involontaires de fermentation pathogène. Les voyageurs de passage n'avaient d'autre choix que de consommer ces mélanges douteux, faute d'alternatives dans des villes où l'hospitalité privée restait exceptionnelle. Les paysans qui approvisionnaient les marchés urbains avaient développé leur propre stratégie pour écouler leurs productions les plus médiocres. Ils gardaient leurs meilleurs produits pour leur consommation personnelle ou pour leurs clients privilégiés et déversaient sur les étals urbains tout ce qui ne méritait pas d'être conservé. Les légumes flétris, les fruits tachés, les œufs douteux trouvaient preneur dans la cohue des marchés, où la concurrence par les prix l'emportait sur toute considération qualitative. Cette économie à deux vitesses de l'approvisionnement alimentaire créait un cercle vicieux de dégradation sanitaire. Les citadins, habitués à recevoir des produits de second choix, adaptaient leurs exigences à la baisse et acceptaient des standards de qualité qui auraient horrifié leurs ancêtres ruraux. Cette accoutumance collective à la médiocrité alimentaire facilitait le travail des marchands les moins scrupuleux et décourageait les efforts d'amélioration. Les techniques de stockage urbain aggravaient encore les risques de contamination. Les greniers municipaux, censés constituer des réserves de sécurité alimentaire, se transformaient régulièrement en foyers d'infection. L'entassement de céréales dans des espaces mal ventilés favorisait le développement de moisissures toxiques. Les rats et autres rongeurs proliféraient dans ces réserves mal gardées, souillant les denrées de leur déjection et propageant des maladies par leurs morsures. Les caves des maisons bourgeoises, utilisées pour conserver les provisions familiales, n'offraient guère de meilleures conditions. L'humidité permanente, l'absence de ventilation et la promiscuité entre denrées différentes créaient des environnements propices à tous les types de fermentation indésirables. Les familles découvraient régulièrement que leurs réserves soigneusement constituées s'étaient transformées en bouillon de cultures microbiennes.
Les systèmes de distribution d'eau urbaine constituaient le maillon le plus faible de toute cette chaîne alimentaire défaillante. Les puits publics, creusés sans précaution particulière, captaient souvent les infiltrations des cimetières et des dépotoirs environnants. L'eau qui en remontait charriait une charge bactérienne considérable que ni l'ébullition ni la filtration rudimentaire ne parvenaient à éliminer complètement. Les porteurs d'eau, qui assuraient la distribution domiciliaire dans les quartiers les plus riches, transportaient cette eau contaminée dans des récipients rarement nettoyés. Leur tournée quotidienne propageait les germes d'un foyer à l'autre, créant des réseaux de contamination qui suivaient les circuits commerciaux. Une épidémie pouvait ainsi se répandre en quelques jours dans tout un quartier par le simple intermédiaire de la livraison d'eau. Les fontaines publiques, théoriquement plus sûres parce qu'alimentées par des sources plus lointaines, souffraient d'un manque d'entretien chronique. Leurs bassins de réception servaient à tous les usages imaginables. Les femmes y lavèrent leur linge, les enfants y barbotaient, les animaux y venaient boire. Cette promiscuité d'usage transformait ces points d'eau en bouillons de culture à ciel ouvert. Les périodes de sécheresse aggravaient dramatiquement tous ces problèmes. Quand les puits s'asséchaient et que les fontaines tarissaient, les habitants devaient se contenter des eaux stagnantes des mares urbaines ou des rivières polluées. Ces eaux de détresse, chargées de tous les miasmes de la ville, provoquaient des vagues d'empoisonnement qui décimaient les populations les plus fragiles. Inversement, les périodes de fortes pluies créaient d'autres types de catastrophes sanitaires. Les inondations urbaines charriaient tous les détritus accumulés dans les rues et les cours, mélangeant eau usée, déjections animales et résidus alimentaires en un cocktail toxique qui pénétrait dans les habitations et contaminait les réserves de nourriture. Ces crues transformaient les villes en vastes cloaques où toute alimentation saine devenait impossible. Les autorités municipales, quand elles tentèrent d'intervenir, se heurtaient à l'hostilité des corporations et à l'indifférence des populations. Les règlements sanitaires édictés sporadiquement restaient lettres mortes, faute de moyens de contrôle et de sanctions. Les édiles préféraient souvent fermer les yeux sur les pratiques douteuses, plutôt que d'affronter les puissants lobbies marchands qui finançaient en partie la vie urbaine. Cette impuissance politique face aux enjeux sanitaires créait un sentiment de fatalité collective. Les habitants des villes apprenaient à considérer les intoxications alimentaires comme des phénomènes naturels inévitables, au même titre que les intempéries ou les épidémies. Cette résignation collective décourageait toute initiative d'amélioration et perpétuait un système mortifère que personne n'osait vraiment remettre en question. Les médecins de l'époque, formés dans les universités naissantes selon les théories héritées de l'Antiquité, abordèrent les intoxications alimentaires avec un arsenal conceptuel totalement inadapté à la réalité des contaminations microbiennes. Leur compréhension du monde reposait sur la théorie des 4 humeurs corporelles, héritée d'Hippocrate et de Galien, qui attribuait toute maladie à un déséquilibre entre le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Quand un patient se présentait avec les symptômes classiques d'un empoisonnement alimentaire, le médecin procédait à un examen qui n'avait rien de commun avec nos diagnostics modernes. Il observait la couleur de la peau, la texture des cheveux, l'aspect de la langue, la consistance des urines. Il interrogeait le malade sur ses habitudes de vie, ses émotions récentes, ses rêves de la nuit précédente. Toutes ces informations étaient censées révéler quelle humeur dominait excessivement le corps et provoquait les désordres observés. Les crampes abdominales étaient généralement attribuées à un excès de bile noire, cette humeur froide et sèche qui, selon la théorie médicale, s'accumulait dans les viscères et provoquait des contractions douloureuses. Les vomissements témoignaient d'une surabondance de bile jaune, chaude et amère, que l'organisme tentait d'évacuer par les voies naturelles. Les diarrhées sanglantes révélaient un déséquilibre complexe entre plusieurs humeurs, nécessitant un traitement subtil et prolongé. Cette grille de lecture humorale conduisait à des prescriptions thérapeutiques qui aggravaient souvent l'état des malades. Pour rétablir l'équilibre des humeurs,
Les médecins prescrivaient des saignées destinées à évacuer le sang corrompu, des purgatifs violents pour chasser la bile noire, des vomitifs pour éliminer les humeurs superflues. Ces traitements, appliqués à des organismes déjà affaiblis par l'intoxication, transformèrent souvent des empoisonnements bénins en affections mortelles. La saignée constituait le remède universel de la médecine médiévale. Face à un patient empoisonné, le médecin sortait ses lancettes et procédait à l'ouverture de veines selon des protocoles complexes qui tenaient compte de l'âge du malade, de la saison, de la position des astres. Le sang qui s'écoulait dans les bassins de cuivre était soigneusement examiné, sa couleur et sa consistance révélant prétendument l'état des humeurs internes. Cette perte sanguine supplémentaire achevait souvent d'affaiblir des organismes qui luttaient déjà contre les toxines. Les purgatifs médiévaux étaient des cocktails violents composés de plantes aux propriétés drastiques. La scamonée, la coloquinte, l'hellébore étaient mélangés dans des décoctions qui vidèrent brutalement les intestins de leur contenu. Ces évacuations forcées étaient censées chasser les humeurs corrompues, mais elles privaient surtout l'organisme des liquides nécessaires à sa récupération. Les malades sortaient de ces purges dans un état d'épuisement qui les rendait encore plus vulnérables aux complications. Les vomitifs complétaient cette panoplie thérapeutique destructrice. Des décoctions d'IPK, de violettes ou d'antimoine provoquaient des nausées artificielles qui s'ajoutaient aux vomissements naturels de l'intoxication. Cette sursollicitation du système digestif épuisait les réserves énergétiques du malade et retardait considérablement sa guérison. Parallèlement à ces traitements officiels, une médecine populaire foisonnante proposait ses propres remèdes contre les empoisonnements. Les matrones des quartiers, dépositaires d'un savoir empirique transmis oralement, concoctaient des potions à base de plantes locales dont les propriétés étaient supposées neutraliser les poisons. Le charbon de bois pilé, mélangé à du lait ou à du vin, était réputé absorber les substances toxiques. Cette intuition n'était pas totalement fausse, le charbon possédant effectivement certaines propriétés absorbantes, mais son efficacité restait très limitée contre la plupart des intoxications alimentaires. L'ail jouissait d'une réputation particulière dans l'arsenal des antidotes populaires. Consommé cru en grande quantité ou bouilli dans du lait, il était censé purifier le sang et chasser les miasmes empoisonnés. Les familles qui avaient les moyens s'en procuraient dès les premiers symptômes et en gavaient littéralement le malade, créant parfois des indigestions supplémentaires qui compliquaient le tableau clinique. Le miel, denrée précieuse et rare, était réservé aux cas les plus graves. Mélangé à des décoctions d'herbes amères, il formait des sirops épais que les malades devaient avaler par petites cuillerées tout au long de la journée. Cette médication sucrée avait au moins l'avantage de maintenir un apport énergétique chez des patients qui ne supportaient plus aucune alimentation solide. Les superstitions religieuses s'entremêlaient étroitement avec ces pratiques thérapeutiques. Les familles faisaient dire des messes pour la guérison du malade, allumaient des cierges devant les statues des saints guérisseurs, organisaient des processions expiatoires si l'empoisonnement touchait plusieurs membres de la communauté. Saint Antoine, réputé protégé contre le feu sacré, recevait des offrandes particulières quand les symptômes évoquaient l'ergotisme. Sainte Agathe était invoquée contre les maux de ventre, tandis que Saint Blaise protégeait spécifiquement la gorge et l'œsophage. Ces dévotions créaient parfois des phénomènes de guérison collective qui relevaient davantage de la suggestion que du miracle. Quand toute une communauté se mobilisait autour d'un malade, lui prodiguait soins et attention, l'accompagnait de ses prières et de sa sollicitude, l'effet psychologique pouvait effectivement accélérer la récupération. Mais ces succès occasionnels entretenaient la confusion entre corrélation et causalité, renforçant des croyances qui détournèrent l'attention des véritables causes des empoisonnements. Les pèlerinages thérapeutiques constituaient le recours ultime des familles, confrontées à des intoxications graves ou récurrentes. Les malades qui en avaient la force entreprenaient de longs voyages vers les sanctuaires réputés pour leurs vertus curatives. Ces déplacements, effectués dans des conditions précaires, aggravaient souvent l'état des pèlerins empoisonnés. Mais la foi en la guérison miraculeuse
soutenaient ces expéditions désespérées, qui se terminaient parfois par le décès du malade, loin de son foyer. Les eaux thermales jouissaient d'une réputation particulière pour le traitement des empoisonnements chroniques. Les sources chaudes étaient censées purifier l'organisme de l'intérieur, dissoudre les humeurs corrompues, restaurer l'équilibre naturel du corps. Les curistes médiévaux passaient des semaines entières à boire ces eaux minérales et à s'y baigner, espérant chasser définitivement les toxines accumulées. Ces cures prolongées avaient mais parfois des effets bénéfiques, moins par les propriétés des eaux que par le repos forcé et l'amélioration temporaire de l'alimentation qu'elles impliquaient. L'astrologie médicale occupait une place centrale dans l'approche thérapeutique des empoisonnements. Les médecins consultaient systématiquement les éphémérides avant de prescrire leur traitement, cherchant les moments favorables pour administrer les purgatifs ou pratiquer les saignées. La position de la Lune était particulièrement scrutée, ces phases étant réputées influencer la circulation des humeurs dans le corps humain. Cette temporalisation astrologique des soins retardait souvent l'administration des traitements et aggravait l'évolution des intoxications. Les amulettes thérapeutiques complétaient cette approche globale de la maladie. Les malades portaient sur eux des sachets contenant des herbes protectrices, des fragments de reliques, des pierres aux vertus supposées purifiantes. Ces talismans étaient censés maintenir à distance les influences maléfiques responsables de l'empoisonnement et accélérer la guérison. Leur efficacité résidait essentiellement dans le réconfort psychologique qu'ils procuraient aux patients et à leurs familles. L'isolement des malades constituait l'une des rares mesures préventives pratiquées instinctivement par les familles urbaines. Sans comprendre les mécanismes de contagion, les habitants avaient observé que certaines maladies se propageaient d'une personne à l'autre. Ils installaient donc les empoisonnés dans des chambres séparées, limitaient les visites, évitaient le contact avec leurs effets personnels. Cette quarantaine empirique n'avait pas d'effet direct sur les intoxications alimentaires, qui ne sont pas contagieuses, mais elle évitait au moins la surcontamination par d'autres agents pathogènes. Les femmes jouaient un rôle central dans ces soins domestiques aux empoisonnés. Leur expérience empirique des maux familiaux en faisait les véritables thérapeutes de première ligne. Elles savaient reconnaître les différents types de crampes, adapter l'alimentation aux capacités digestives des malades, doser les tisanes selon la gravité des symptômes. Cette médecine féminine, transmise oralement de mère en fille, compensait partiellement l'inadéquation de la médecine savante masculine. Les sages-femmes étendaient leurs compétences obstétricales au traitement des empoisonnements, particulièrement quand ils touchèrent les femmes enceintes ou les jeunes mères. Leur connaissance intime des corps féminins leur permettait de détecter rapidement les complications spécifiques à ces populations vulnérables. Elles adaptaient leurs remèdes aux besoins particuliers de leurs patientes, évitant les purgatifs trop violents qui risquaient de provoquer des fausses couches. Les apothicaires urbains occupaient une position intermédiaire entre médecine savante et remèdes populaires. Leurs officines proposaient une gamme étendue de préparations contre les empoisonnements, des électuaires sophistiqués aux simples décoctions de plantes. Leur proximité avec la clientèle leur permettait d'adapter leurs prescriptions aux moyens financiers de chaque famille, proposant des versions économiques de leurs remèdes les plus coûteux. Ces boutiques d'apothicaires constituant de véritables laboratoires de pharmacie primitive où se mélangeaient science et superstition. Les praticiens y distillaient des essences végétales, broyaient des minéraux, composaient des onguents selon des recettes jalousement gardées. Leur savoir-faire technique, remarquable pour l'époque, était malheureusement mis au service de théories médicales erronées qui limitaient considérablement l'efficacité de leur préparation. L'approche collective des empoisonnements de masse révélait toute l'impuissance des systèmes médicaux médiévaux face aux crises sanitaires. Quand des épidémies d'intoxication frappaient des quartiers entiers, les autorités municipales se contentaient généralement d'organiser des processions expiatoires et de multiplier les messes de réparation. Ces réponses purement spirituelles à des problèmes matériels illustraient parfaitement le décalage entre les défis sanitaires urbains et les outils conceptuels disponibles pour les affronter. Les hôpitaux urbains, institutions charitables gérées par l'Église, accueillaient les empoisonnés les plus graves dans leurs salles communes. Ces établissements primitifs
offraient surtout un toit et une alimentation de base aux malades démunis, mais leur capacité thérapeutique restait très limitée. L'entassement des patients dans des dortoirs mal aérés favorisait la propagation des infections secondaires et aggravait souvent l'état des empoisonnés. Les médecins qui officiaient dans ces hôpitaux appliquaient les mêmes méthodes qu'en consultation privée, mais de manière plus expéditive. Les saignées étaient pratiquées en série sur plusieurs patients consécutivement, avec les mêmes instruments mal nettoyés. Les purgatifs étaient administrés selon des protocoles standardisés qui ne tenaient pas compte des particularités individuelles. Cette médecine de masse aggravait les risques de complications et transformait souvent les hôpitaux en mouroirs pour empoisonner. L'évolution des connaissances médicales restait entravée par l'absence totale d'approche expérimentale. Les médecins ne remettaient jamais en question l'efficacité de leur traitement, attribuant les échecs thérapeutiques à la gravité particulière de chaque cas ou à l'intervention de facteurs surnaturels. Cette impossibilité d'apprendre de l'expérience condamnait la médecine médiévale à perpétuer indéfiniment ses erreurs, privant les populations urbaines de tout espoir d'amélioration sanitaire. Les chroniques médicales de l'époque, rédigées en latin par des clercs lettrés, témoignent de cette stagnation conceptuelle. Elles décrivent minutieusement les symptômes observés, les traitements appliqués, l'évolution des maladies, mais sans jamais établir de liens causaux entre les pratiques thérapeutiques et leurs résultats. Cette littérature médicale, pourtant abondante et détaillée, n'apportait aucun progrès réel dans la compréhension des empoisonnements alimentaires. La formation des médecins dans les universités naissantes perpétuait cette approche purement théorique de la maladie. Les étudiants passaient des années à commenter les textes anciens, à mémoriser les classifications numérales, à débattre de subtilités doctrinales, mais ils ne touchaient jamais un malade avant d'obtenir leur diplôme. Cette éducation livresque produisait des praticiens savants, mais totalement déconnectés des réalités sanitaires de leur époque. Paradoxalement, cette inefficacité de la médecine officielle laissait un espace considérable aux innovations populaires et aux expérimentations empiriques. Les familles urbaines développaient leurs propres protocoles de soins, testaient de nouveaux remèdes, adaptaient les prescriptions selon leurs observations. Cette médecine familiale, moins spectaculaire que les interventions des médecins titrés, obtenait souvent de meilleurs résultats par sa simplicité et sa proximité avec les besoins réels des malades. Les empoisonnements récurrents qui frappèrent certaines familles amenaient progressivement leurs membres à développer une expertise particulière dans ce domaine. Ces spécialistes involontaires apprenaient à reconnaître les premiers signes d'intoxication, à adapter rapidement leur alimentation, à doser précisément les remèdes selon l'évolution des symptômes. Leur expérience pratique, acquise au prix de nombreuses souffrances, compensait partiellement les carences de la médecine académique. Cette accumulation de savoir empirique créait parfois des lignées de guérisseurs spécialisés dans le traitement des empoisonnements. Ces praticiens officieux, généralement des femmes âgées ayant survécu à de multiples intoxications, transmettaient leurs connaissances à leurs descendantes et constituaient des réseaux informels de soins alternatifs. Leur réputation se construisait sur leur succès thérapeutique plutôt que sur leurs titres universitaires. Et leur clientèle leur faisait souvent davantage confiance qu'aux médecins officiels. Médecins officiels. Les monastères urbains développaient également leurs propres approches thérapeutiques face aux empoisonnements alimentaires. Les moines infirmiers, formés par la tradition plutôt que par les universités, avaient accès aux jardins de simples les mieux entretenus de l'époque. Leurs herbulaires contenant des centaines d'espèces végétales dont ils maîtrisaient la culture et la préparation. Cette pharmacopée monastique offrait des alternatives souvent plus douces et plus efficaces que les traitements brutaux de la médecine séculière. Les scriptoriums des abbayes conservaient précieusement les traités de botanique médicale copiés depuis l'Antiquité. Ces manucènes luminés décrivaient minutieusement les propriétés de chaque plante, leur mode de préparation, leur dosage selon les affections. Mais là encore, les connaissances restaient prisonnières de théories erronées
qui attribuaient l'efficacité des remèdes à leurs qualités humorales, plutôt qu'à leurs principes actifs réels. Les infirmeries monastiques accueillaient régulièrement des empoisonnés, venus chercher refuge dans leurs murs. Ces établissements offraient un environnement plus calme et plus propre que les hôpitaux urbains, facteur qui favorisait indéniablement la guérison. Les moines soignants appliquaient leurs remèdes avec une patience et une attention que ne pouvaient se permettre les médecins civils surchargés de consultations lucratives. L'alimentation proposée aux malades dans les monastères respectait des règles diététiques strictes, héritées de la tradition bénédictine. Ces prescriptions, conçues pour maintenir la santé des communautés religieuses, s'avéraient souvent bénéfiques pour la récupération des empoisonnés. Les bouillons légers, les tisanes d'herbes digestives, les compotes de fruits cuits constituaient une nourriture de convalescence bien adaptée aux estomacs fragilisés. Cependant, même ces institutions religieuses n'échappaient pas complètement au risque d'empoisonnement collectif. Leur cuisine communautaire, qui devait nourrir parfois des centaines de personnes simultanément, créait des conditions propices aux contaminations de masse. Les grandes marmites qui mijotaient pendant des heures développèrent leurs propres écosystèmes bactériens, et une négligence dans la conservation des aliments pouvait décimer toute une communauté monastique. Les pèlerins qui affluaient vers ces centres religieux apportaient avec eux leurs propres risques sanitaires. Affaiblis par de longs voyages dans des conditions précaires, ils véhiculaient souvent des agents pathogènes qui se propageaient rapidement dans l'environnement confiné des monastères. Les repas de charité organisés pour ces visiteurs devenaient parfois des foyers d'intoxication qui touchaient simultanément résidents permanents et voyageurs de passage. Les routes commerciales qui reliaient les villes entre elles constituaient de véritables vecteurs de propagation des empoisonnements alimentaires. Les marchands ambulants transportèrent leurs denrées sur de longues distances, dans des conditions qui favorisaient naturellement la dégradation des produits. Ces caravanes commerciales répandaient les contaminations de ville en ville, créant des épidémies d'intoxication qui suivaient fidèlement les itinéraires économiques de l'époque. Les auberges d'étape, situées le long de ces routes commerciales, développaient une spécialisation involontaire dans l'empoisonnement des voyageurs. Leur cuisine, conçue pour servir rapidement une clientèle de passage toujours renouvelée, privilégia la quantité sur la qualité. Les restes des repas précédents étaient systématiquement incorporés dans les préparations suivantes, créant des chaînes de contamination qui s'étendaient sur plusieurs jours. Les voituriers et les muletiers, qui assuraient le transport des marchandises, développaient une résistance particulière aux intoxications légères, à force d'exposition répétée à des aliments douteux. Cette accoutumance leur permettait de consommer sans danger apparent des denrées qui auraient rendu malades des sédentaires, mais elle masquait aussi les signaux d'alarme qui auraient pu prévenir des empoisonnements plus graves. Les foires saisonnières représentaient des moments particulièrement critiques dans le calendrier des empoisonnements urbains. Ces rassemblements commerciaux temporaires attiraient des milliers de visiteurs dans des espaces restreints, créant une demande alimentaire exceptionnelle que les infrastructures locales ne pouvaient satisfaire dans des conditions sanitaires acceptables. Les marchands improvisés qui s'installaient pour ces occasions spéciales proposaient souvent des produits de provenance douteuse à des prix attractifs. L'afflux massif de population pendant ces foires saturait également les systèmes d'évacuation des déchets urbains. Les latrines publiques débordaient, les rues se transformaient en dépotoirs à ciel ouvert, les puits se trouvaient contaminés par les infiltrations. Cette dégradation générale de l'environnement sanitaire créait des conditions propices aux empoisonnements de masse, qui marquaient régulièrement la fin de ces rassemblements festifs. Les autorités municipales tentèrent parfois d'encadrer ces événements par des règlements spéciaux, mais leurs moyens de contrôle restaient dérisoires face à l'ampleur des défis logistiques. Les quelques inspecteurs désignés pour surveiller la qualité des denrées vendues se trouvaient rapidement débordés par le nombre d'étals à contrôler et la diversité des produits proposés. Les corporations locales voyaient généralement ces foires d'un œil méfiant, y percevant une concurrence déloyale à leurs monopoles établis.
Cette hostilité les amenait parfois à fermer les yeux sur les pratiques douteuses des marchands forains, espérant que leurs échecs sanitaires discréditeraient durablement ces concurrents temporaires. Cette guerre économique souterraine se faisait au détriment de la sécurité alimentaire des consommateurs urbains. Les techniques de conservation utilisées par les marchands itinérants reflétèrent les contraintes particulières de leur mode de vie. Ils privilégiaient les aliments secs ou fortement salés, qui supportaient mieux les aléas du transport. Mais ces produits concentrés créaient leurs propres risques sanitaires. Les viandes séchées mal préparées développèrent des moisissures toxiques. Les fromages trop salés cachaient parfois une corruption avancée sous leur croûte durcie. Les épices orientales, acheminées par ces mêmes circuits commerciaux, jouaient un rôle ambigu dans cette économie de l'empoisonnement. Leur pouvoir conservateur réel était limité, mais leur capacité à masquer les mauvaises odeurs et les goûts suspects en faisait des complices involontaires de la fraude alimentaire. Un morceau de viande avariée pouvait retrouver une apparence de fraîcheur sous un mélange généreux de poivre et de cannelle. L'ignorance des mécanismes de conservation créait des situations tragiquement ironiques où les tentatives d'amélioration aggravaient les risques. Des marchands consciencieux, qui tentaient de protéger leurs denrées en les enveloppant dans des tissus humides, ne faisaient que créer des environnements favorables au développement bactérien. D'autres, qui stockaient leurs produits dans des caves supposées fraîches, les exposaient en réalité à l'humidité et aux contaminations souterraines. Les variations saisonnières modifiaient considérablement les patterns d'empoisonnement urbain. L'été apportait ces vagues d'intoxication liées à la chaleur et à la prolifération bactérienne, tandis que l'hiver créait ses propres dangers avec les aliments conservés depuis des mois dans des conditions précaires. Le printemps voyait réapparaître les empoisonnements par les plantes sauvages, quand les familles affamées complétaient leur ordinaire avec des végétaux mal identifiés. L'automne, saison des récoltes et des abattages préparatoires à l'hiver, concentrait les opérations de transformation alimentaire les plus risquées. Les salaisons hâtives, les fumages approximatifs, les conserves improvisées de cette période déterminaient largement la qualité sanitaire de l'alimentation urbaine pendant les mois suivants. Une négligence pendant ces préparations automnales se payait par des mois d'empoisonnement récurrents. Les enfants des villes développaient, dès leur plus jeune âge, une familiarité troublante avec les symptômes d'empoisonnement alimentaire. Ils apprenaient à reconnaître les aliments suspects, à doser instinctivement leur consommation d'aliments douteux, à identifier les premiers signes de malaise digestif. Cette éducation empirique à la survie alimentaire faisait partie intégrante de leur apprentissage urbain, au même titre que l'évitement des chevaux emballés ou la méfiance envers les étrangers. Les jeux d'enfants intégraient parfois ces réalités sanitaires de manière ludique. Ils jouaient aux marchands en mimant les gestes de vérification de la fraîcheur, imitaient les grimaces des adultes goûtant des aliments suspects, simulaient les soins prodigués aux empoisonnés. Ces divertissements innocents révélaient la profondeur avec laquelle ces préoccupations alimentaires imprégnaient la culture urbaine. L'apprentissage des métiers de bouche se faisait dans cette atmosphère de danger permanent. Les jeunes apprentis boulangers, bouchers ou aubergistes apprenaient simultanément les techniques de leur profession et les stratégies de survie face aux risques qu'elle impliquait. Ils développèrent des réflexes de protection qui devenaient une seconde nature, mais qui ne suffisaient pas toujours à les préserver des accidents. Les femmes enceintes des villes vivaient leur grossesse dans une angoisse alimentaire particulière. Elles savaient instinctivement que certains aliments présentaient des dangers spécifiques pour leur état, sans pour autant comprendre les mécanismes biologiques impliqués. Cette prudence empirique les amenait parfois à des restrictions alimentaires excessives qui compromettaient leur santé et celle de leur enfant à naître. L'allaitement maternel constituait paradoxalement un facteur de risque supplémentaire dans cet environnement contaminé. Les mères empoisonnées transmettaient les toxines à leurs nourrissons par leur lait, créant des intoxications néonatales particulièrement graves. Cette transmission involontaire de la maladie renforçait les superstitions qui entouraient l'allaitement
et poussait certaines familles aisées vers le recours aux nourrices. Les nourrices urbaines, qui vendèrent leurs services aux familles bourgeoises, créaient leur propre réseau de contamination. Une nourrice empoisonnée pouvait transmettre sa maladie à plusieurs nourrissons simultanément, provoquant des drames familiaux qui restaient incompréhensibles pour les parents. Ces accidents renforçaient la méfiance générale envers les pratiques alimentaires urbaines et alimentaient les tensions sociales entre classes. Les domestiques occupaient une position particulièrement exposée dans cette hiérarchie de l'empoisonnement. Chargés de goûter les plats avant de les servir à leur maître, ils servaient de détecteurs humains involontaires. Beaucoup développaient une expertise remarquable dans l'identification des aliments dangereux, mais cette compétence se payait par une exposition constante aux risques et une santé durablement fragilisée. Les cuisiniers professionnels évoluaient dans un monde où la frontière entre talent culinaire et survie sanitaire restait floue. Leur réputation dépendait autant de leur capacité à éviter d'empoisonner leurs clients que de leur habileté à préparer des mets savoureux. Cette double contrainte créait des tensions permanentes dans l'exercice de leur métier et expliquait en partie la forte mortalité observée dans cette profession. Les banquets urbains, manifestation du prestige social des élites marchandes, constituaient des défis sanitaires particulièrement complexes. Ces repas exceptionnels mobilisaient des quantités considérables d'aliments rares et coûteux, souvent acheminés de très loin, spécialement pour l'occasion. La pression sociale qui entourait ces événements poussait les organisateurs à prendre des risques alimentaires qu'ils n'auraient jamais acceptés dans leur vie quotidienne. La préparation de ces festins commençait plusieurs jours à l'avance, multipliant les occasions de contamination. Les viandes rôties étaient partiellement cuites puis conservées avant d'être réchauffées. Les sauces complexes mijotaient pendant des heures dans des conditions douteuses. Les pâtisseries élaborées attendirent leur moment de gloire dans des offices mal ventilés. Cette cuisine d'apparat créait des conditions idéales pour tous les types d'empoisonnement. Les invités de ces banquets, habitués à une alimentation plus sobre et plus simple, se trouvaient doublement vulnérables face à ces excès culinaires. Leur système digestif, peu accoutumé à de telles richesses, réagissait mal aux mélanges complexes et aux quantités exceptionnelles consommées. Les lendemains de ces festivités voyaient régulièrement affluer vers les médecins des convives victimes d'indigestion qui masquaient parfois de véritables empoisonnements. L'étiquette sociale qui entourait ces repas interdisait aux invités de manifester ouvertement leur réticence face aux plats servis. La politesse imposait de goûter à tous les mets proposés, même quand leur aspect ou leur odeur inspirait des doutes légitimes. Cette contrainte sociale transformait certains banquets en roulettes russes alimentaires, où la bienséance l'emportait sur l'instinct de survie. Les musiciens et les jongleurs qui animaient ces festivités constituaient une population particulièrement exposée aux empoisonnements collectifs. Ils partageaient généralement les repas des domestiques, composés des restes et des rebuts des tables principales. Cette alimentation de seconde zone les exposait aux pires risques sanitaires, d'autant plus que leur statut social précaire ne leur donnait aucun recours en cas d'accident. Les lendemains de ces banquets révélèrent souvent l'ampleur des dégâts sanitaires causés par ces excès alimentaires. Les médecins urbains voyaient affluer dans leurs consultations des patients aux symptômes variés, depuis la simple indigestion jusqu'à l'empoisonnement grave. Cette concentration temporelle des cas permettait parfois d'identifier la source de contamination, mais les enjeux sociaux impliqués étouffaient généralement toute enquête approfondie. Les marchands étrangers qui fréquentaient ces banquets emportèrent parfois avec eux les germes de leurs empoisonnements, propageant les contaminations vers d'autres villes selon les itinéraires commerciaux. Ces réseaux de diffusion sanitaire suivaient fidèlement les circuits économiques et créaient des épidémies d'empoisonnement qui touchaient simultanément des régions parfois très éloignées les unes des autres. Les techniques de service utilisées dans ces repas d'apparat ajoutaient leurs propres risques à ceux inhérents à la préparation des mets. Les plats étaient maintenus chauds pendant de longues heures dans des conditions qui favorisaient la prolifération bactérienne. Les sauces tièdes stagnaient dans leur saucière
Les viandes refroidissaient et se réchauffaient au gré du protocole. Les accompagnements attendaient leur tour, dans des conditions d'hygiène approximatives. La vaisselle utilisée pour ces occasions exceptionnelles sortait généralement de remises poussiéreuses, où elle attendait depuis des mois. Son nettoyage hâtif avant le service ne suffisait pas toujours à éliminer les résidus anciens qui s'étaient incrustés dans les métaux et les céramiques. Cette contamination par la vaisselle ajoutait une dimension supplémentaire au risque d'empoisonnement lors des grandes occasions. Les vins et les boissons alcoolisées servis lors de ces banquets subissaient également leur propre processus de dégradation. Les tonneaux entamés pour l'occasion développaient rapidement des fermentations secondaires qui modifiaient leur goût et leur innocuité. Les mélanges de vins pratiqués pour créer des cuvées exceptionnelles masquaient parfois la corruption de certains composants. L'eau utilisée pour couper ces vins ou pour préparer les boissons chaudes provenait des mêmes sources contaminées que celles utilisées en cuisine ordinaire. Cette dilution ne faisait que répandre plus largement les agents pathogènes et créait de nouveaux vecteurs de contamination. Les invités qui croyaient éviter les risques en buvant modérément s'exposaient parfois à des dangers plus sournois. Les épices exotiques, utilisées généreusement dans ces repas d'exception pour impressionner les convives, cachaient parfois leur propre contamination sous leurs arômes puissants. Ces denrées précieuses, acheminées depuis des contrées lointaines dans des conditions précaires, développaient pendant leur transport des moisissures toxiques que leurs propriétés aromatiques permettaient de dissimuler efficacement. La pression temporelle qui entourait l'organisation de ces banquets poussait les cuisiniers à prendre des raccourcis dangereux dans leur préparation. Des ingrédients douteux étaient incorporés, faute de temps, pour s'en procurer de meilleurs. Des cuissons étaient écourtées pour respecter les horaires imposés. Des mélanges hasardeux remplaçaient les recettes éprouvées. Cette improvisation forcée multipliait exponentiellement les risques d'accidents alimentaires. L'ambition culinaire de ces repas d'apparat amenait souvent les cuisiniers à sortir de leur zone de compétences habituelle. Ils tentaient de reproduire des recettes entendues ou lues sans maîtriser véritablement les techniques impliquées. Ces expérimentations hasardeuses, réalisées dans l'urgence et sous pression, se soldaient régulièrement par des échecs sanitaires retentissants qui marquaient durablement la réputation des organisateurs. Réputation désorientablement duateur. Et ainsi se termine notre voyage dans ces ruelles sombres où chaque repas était un pari avec la mort. Nous avons exploré ensemble cette réalité méconnue des villes médiévales, où l'empoisonnement alimentaire régnait en maître absolu sur des populations entières, depuis les plus humbles artisans jusqu'aux marchands les plus prospères. Nous avons découvert comment l'ignorance des mécanismes de contamination, l'absence de systèmes de contrôle sanitaire et les conditions déplorables de production, de transport et de conservation créaient un environnement où la nourriture elle-même devenait l'ennemi le plus redoutable du quotidien. Cette histoire nous rappelle à quel point notre époque moderne, avec ses réglementations strictes, ses systèmes de réfrigération et sa compréhension des germes, représente un progrès considérable dans la sécurité alimentaire. Les habitants de ces villes médiévales vivaient dans une vulnérabilité que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui, développant des stratégies de survie qui relevaient davantage de la superstition que de la science. Alors que vous vous endormez ce soir, peut-être penserez-vous avec gratitude à la simplicité de votre dernier repas, pris en toute sécurité, loin de ces dangers qui hantaient autrefois chaque table urbaine. Et qui sait, dans vos rêves, vous entendrez peut-être encore l'écho lointain de ces cloches médiévales sonnant pour les âmes emportées par un simple bol de ragoût. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'histoire. Si cette plongée dans le passé vous a apporté la tranquillité recherchée, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits apaisants des siècles oubliés. Bonne nuit, et que vos rêves soient plus doux que la réalité de nos ancêtres.